aussi, quand on aborde des questions de sécurité, on ne peut pas éviter le sujet des changements climatiques. La montée du niveau de la mer, le nombre croissant de catastrophes climatiques et le réchauffement de l'Arctique posent de nouveaux défis pour nos infrastructures et nos forces armées. C'est pour ça que le travail que le Canada et la France font là-dessus est aussi important. Nos deux pays sont parrains du Centre d'excellence OTAN pour le changement climatique et la sécurité, basé ici à Montréal. Et alors que le Canada accroît sa présence dans l'Arctique, on va pouvoir compter sur le soutien de la France dans le cadre de l'opération Nanook, notre opération phare dans la région. We're adapting to this new climate change reality and at the same time, we're acting to protect the environment. Together, we're stepping up to address ocean pollution and the consequences of climate change. Pour mieux protéger les océans, il faut mieux les comprendre. Alors, nos deux pays vont travailler ensemble pour approfondir nos connaissances et encourager l'innovation grâce à plusieurs partenariats. Je pense entre autres à celui entre Ifremer et l'Université Laval, à l'Institut France-Québec pour la coopération scientifique en appui au secteur maritime, au partenariat entre Parcs Canada et l'Office français de la biodiversité et à la plateforme franco-canadienne d'innovation. Le Canada et la France, les deux sont au front pour relever les défis auxquels on fait face ces jours aujourd'hui. En travaillant ensemble, on multiplie l'impact qu'on peut avoir sur la scène internationale. Et au-delà de l'amitié profonde entre le Canada, la France, les Canadiens et les Français, je peux aussi compter sur cette amitié que nous avons développée, Emmanuel et moi, au cours des dernières années, partagée dans notre engagement envers non seulement nos citoyens, mais le monde dans des moments extrêmement difficiles. C'est un plaisir incroyable de pouvoir œuvrer à tes côtés pendant qu'on bâtit un monde meilleur pour tous. Merci, mon cher ami. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, cher Justin. Merci pour l'accueil chaleureux réservé dès hier soir à Ottawa et à Montréal aujourd'hui. C'est un très grand honneur pour la délégation et moi-même de rendre visite, pas simplement à un pays ami, mais avec lequel les liens sont fraternels et tissés génération après génération. Et je crois qu'on l'a ressenti encore avec beaucoup de force en juin dernier quand vous nous avez fait l'amitié d'être présent aux commémorations du 80e anniversaire du débarquement sur les plages de Normandie. Et Juno Beach est gravé dans nos mémoires. Maintenant, nous sommes de tous les combats dans les enceintes internationales où nous agissons, comme le Premier ministre vient de le dire, main dans la main, qu'il s'agisse du G7. Et l'année prochaine, le Canada aura la présidence, puis la France prendra le relais, ce qui est un élément de coordination important, comme nous l'avions fait il y a quelques années ensemble, à l'OTAN, comme à l'OIF, et encore à New York lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette fraternité franco-canadienne, elle est mise à l'épreuve, en tout cas elle est testée par les nombreuses crises, et je crois pouvoir dire que nous avons une vision commune et une action commune face à celle-ci. Je vous en remercie. Le Canada et la France partagent la même détermination à soutenir l'Ukraine. Et je veux dire ici combien pour les Européens, votre engagement, malgré l'océan qui nous sépare, est pas simplement apprécié, mais déterminant dans la guerre que mène le peuple ukrainien pour résister à l'agression russe et sauver son territoire. Et donc soutenir l'Ukraine aussi longtemps et autant que nécessaire. Et face à cette guerre d'agression, nous avons réagi avec résolution. Et vous avez vraiment incarné, Monsieur le Premier ministre, cette action et nous continuerons de le faire dans la durée. S'agissant de la situation au Proche-Orient, notre position est très claire. Et je me retrouve dans les propos que vous venez d'avoir. Nous demandons un cessez-le-feu immédiat à Gaza, comme sur la ligne bleue. À Gaza, le calvaire de nos otages et des Gazaouis n'a que trop duré. Un plein accès humanitaire doit être garanti, il ne l'est toujours pas. Et cette situation insupportable doit enfin cesser. Je compte sur tous nos partenaires pour mettre la pression nécessaire et nous accompagner pas simplement en mots, mais en actes, et travailler à une perspective politique. Nous en avons discuté avec le Premier ministre. Nous sommes l'un et l'autre convaincus que c'est la solution politique et celle des deux États qui seule peut donner une paix durable dans la région. Mais la prolongation de la guerre à Gaza favorise une extension régionale du conflit extrêmement préoccupante, dont le Liban est la principale victime aujourd'hui.
Le nombre de victimes civiles des frappes israéliennes au Liban de ces derniers jours est absolument choquant et je veux ici redire notre solidarité au peuple libanais. La France, qui a toujours été claire et évidemment fermement condamnée et de manière systématique toutes les frappes et les agissements du Hezbollah, qui touchent d'ailleurs les populations libanaises elles-mêmes et Israël. La France s'oppose à ce que le Liban devienne un nouveau Gaza. Israël doit cesser ses frappes et le Hezbollah sortir de sa logique de représailles. Il y a une voie diplomatique, elle est exigeante. Nous sommes prêts à y contribuer avec les États-Unis. C'est ce que nous avons proposé aux parties prenantes hier, et garantir la sécurité des populations de part et d'autre, ainsi que le retour des populations civiles dans leurs foyers. Dans ce contexte, et nous pourrons y revenir dans le cadre des questions, nous n'oublions pas aussi le peuple haïtien, dont la vie quotidienne est ravagée par la violence des gangs. Le chemin vers un retour de la sécurité passe par un renouvellement du mandat de la mission internationale, un engagement plus important de l'ONU et également un engagement de tous. Je veux saluer vraiment le rôle très important que joue le Canada, saluer la CARICOM aussi et l'implication de pays qui se sont penchés sur ce dossier avec nous, et l'implication aussi du Kenya qui a mené un effort considérable. Et à vos côtés, nous prendrons les actions utiles en termes de sanctions ou d'équipement, comme nous l'avons discuté nous-mêmes et au sein des instances européennes. Mais au-delà de ces conflits, l'urgence porte aussi sur nos grands dossiers internationaux, et là-dessus, Canada et France sont affinitaires. Le climat et la biodiversité sont au cœur de notre agenda, dans nos transitions nationales, mais dans les combats que nous menons à l'international. Le Canada a joué un rôle déterminant pour la réussite de la conférence sur la biodiversité l'année dernière, et la France aura à reprendre le flambeau avec la conférence des Nations Unies sur l'océan, l'UNOC, prévue en juin prochain à Nice, et nous visons d'ailleurs à ce qu'il y ait une ratification d'une soixantaine de pays du fameux traité d'ILJ qui a été véritablement l'une des réalisations concrètes de l'agenda que vous avez poursuivi. Nous avons dans cette perspective adopté une feuille de route commune qui vise à améliorer les connaissances sur l'océan. Le Premier ministre en a rappelé plusieurs des éléments, en particulier les expertises réciproques, l'appui d'expertise de l'IFREMER pour ce qui concerne la France, et s'engager dans une meilleure protection de l'océan et favoriser l'innovation dans le cadre de projets franco-canadiens. Cette même volonté de mettre l'innovation au cœur de notre partenariat, nous la retrouvons sur le sujet de l'intelligence artificielle. Le Premier ministre a parfaitement décrit la situation. Nous avons deux écosystèmes, à la fois de recherche et entrepreneuriaux et de financement, qui sont extrêmement actifs, qui sont compétitifs. Nous sommes lucides sur aujourd'hui la place prise par les États-Unis d'Amérique et par la Chine, mais notre volonté, par une feuille de route bilatérale, par les échanges, et nous avons eu des gens admirables grâce à votre invitation, et je vous en remercie encore autour de la table à l'instant, nous voulons avancer sur les partenariats très concrets d'innovation, de développement, de recherche. Nous voulons aussi contribuer à construire un cadre éthique international de l'intelligence artificielle qui rende ces innovations compatibles avec nos modèles démocratiques et pleinement au service de l'humanité. C'est ce qui nous avait motivé lors de votre G7 pour mettre en place le partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, poursuivi lors du G7 français en 2019. Et c'est ce même chemin, avec l'appui des organisations internationales compétentes, je pense aux Nations Unies et à l'OCDE, eh bien c'est ce même chemin que nous souhaitons poursuivre dans les mois à venir. La France aura en effet le sommet sur l'intelligence artificielle qui se tiendra en février prochain. Vous aurez ensuite votre G7, puis nous aurons le nôtre, et nous poursuivrons avec détermination et cohérence sur ce chemin. Innovation aussi en matière de transition énergétique. Nos deux pays ont vocation à développer des chaînes d'approvisionnement plus résilientes, notamment via des projets dans le secteur des métaux critiques. Et nos industriels de l'aéronautique et du ferroviaire travaillent également sur la décarbonation des moyens de transport. Et afin de resserrer ces liens d'innovation économique, vous l'avez rappelé, le Canada sera l'invité d'honneur du salon Vivatech l'année prochaine. Ce sera un moment important. Innovation aussi en matière de sécurité et de défense. Nous avons échangé sur nos objectifs dans ce secteur avec la même volonté de disposer de capacités militaires pour faire face aux grands enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et cette feuille de route, ce partenariat stratégique renforcé que nous avons adapté va nous permettre des coordinations plus étroites, en particulier en Europe
et en Indo-Pacifique. Et nous allons intensifier les échanges sur les besoins en matière d'équipement de défense et lutter ensemble contre toute forme d'ingérence étrangère. Innovation enfin dans le secteur des industries culturelles et créatives. Nous savons à quel point Montréal occupe une place à part dans le monde du jeu vidéo, tandis qu'Ottawa accueille aujourd'hui même l'un des plus grands festivals internationaux d'animation et a choisi la France comme invité d'honneur, secteur sur lesquels nous sommes, vous le savez, très engagés, créatifs, et où nous avons non seulement des grandes entreprises, mais beaucoup de jeunes qui les rejoignent. Enfin, je ne saurais terminer mon propos sans parler de francophonie. À quelques jours du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie que nous avons l'immense honneur d'accueillir à Villers-Cotterêts. L'histoire canadienne nous rappelle que les francophones, en particulier minoritaires, sont animés d'une volonté à toute épreuve pour transmettre cette langue aux futures générations et pour en maintenir l'usage. Je l'ai encore mesuré ce matin dans la rencontre tenue à Ottawa. Alors, pour être à la hauteur de cette histoire, il est de notre devoir, en lien avec les autorités fédérales et les provinces, de tendre la main et justement de permettre à tous ceux qui le veulent de rejoindre la famille de la francophonie. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi soutenu l'ouverture d'un nouveau lycée français à Halifax, dans les provinces atlantiques, tandis qu'un nouveau projet pourrait voir le jour dans les années à venir à l'ouest. Dans un pays qui a 3 océans pour frontières, je propose de voir plus grand. Il faut désormais changer d'échelle et mobiliser encore davantage de financement privé au service de cette francophonie. C'est ce que nous voulons faire. Un institut français du Canada va poursuivre cette mission pour que tous ceux qui veulent participer à cette aventure puissent y contribuer. Mais je veux personnellement vous remercier, Monsieur le Premier ministre, pour votre vigilance sur ce sujet, à l'OIF évidemment, mais dans toutes les enceintes internationales. Je peux ici en témoigner. J'ai toujours eu à mes côtés un Premier ministre du Canada qui constamment a manié les 2 langues et constamment a réservé sa place aux Français. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Monsieur le Premier ministre, cher Justin, les crises internationales, le climat, la biodiversité, l'intelligence artificielle, nos partenariats bilatéraux, la francophonie, nous n'avons pas été complets, nous avons déjà sans doute été trop longs, mais à coup sûr, nous avons une amitié nourrie par cette histoire si singulière qu'il y a entre nous, de langue, de culture, faite aussi de drames, et à laquelle nous tenons. Et vous l'avez dit, l'amitié entre nos peuples a nourri une amitié entre nos nations, des feuilles de route exigeantes entre nos gouvernements, et une amitié personnelle entre nous dont je me félicite. Merci infiniment pour l'accueil de ce débat. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons maintenant commencer à la période des questions de la délégation des médias français et des questions de la délégation des médias canadiens, en commençant avec Philippe Ricard, Le Monde. Bonjour, Philippe Ricard, Journal Le Monde. Vous avez tous les deux, au nom de vos pays, appelé hier une trêve de 21 jours pour mettre fin à l'embrasement, on va dire, du Liban. Comment réagissez-vous à la fin de non-recevoir finalement qu'a exprimé M. Netanyahou ce matin, en considérant que son armée devait poursuivre avec toute la force nécessaire les frappes et les combats au Liban? Que faut-il faire pour essayer de ramener Israël en fait à la raison? Est-ce que vous considérez que cette fin de non-recevoir est définitive? Et que suggérez-vous par exemple aux États-Unis pour contraindre M. Netanyahou à accepter cette trêve? Merci. Merci pour votre question. C'est évidemment aujourd'hui au cœur de nos inquiétudes, préoccupations et de notre mobilisation, je l'ai dit. Je pense que la proposition qui a été faite et qui a été préparée, négociée avec le Premier ministre Netanyahou et ses équipes, à la fois par les Américains et nous-mêmes, est une proposition solide. Elle n'a pas été faite en l'air. Et je pense que ce serait une faute de la part du Premier ministre de la refuser, parce qu'il prendrait la responsabilité d'une escalade régionale, évidemment de nouvelles victimes civiles au Liban, mais une escalade bien au-delà que nul ne maîtriserait. Je ne considère pas que les propos qui ont été rapportés et ceux qu'il a pu avoir devant vos confrères à New York sont définitifs. Il y a une première réunion qui s'est tenue avec le secrétaire d'État Blinken il y a quelques heures à peine. Nous allons poursuivre les contacts et en étroite coordination avec nos partenaires américains, tous nos partenaires mobilisés, dont le Canada,
Et en échangeant à nouveau nous-mêmes avec les Israéliens, nous allons tout faire pour que cette proposition soit retenue. C'est celle qui nous permettra d'éviter toute escalade, c'est celle qui nous permettra de mieux maîtriser la zone sud, évidemment d'accéder à la demande légitime de toutes les familles qui ont été déplacées du nord d'Israël et qui veulent revenir chez elles, mais de le faire dans un cadre concerté, avec des garanties, et aussi dans un cadre international. Et donc nous poursuivons les échanges et nous sommes prêts à nouveau à appeler à une réunion du Conseil de sécurité pour formaliser ça. Si je peux, évidemment, j'endosse entièrement ce que vient de dire le président Macron. Il faut penser aussi que le Canada et la France sont deux pays qui sont profondément connectés par des liens d'amitié, mais aussi des liens familiaux avec le peuple libanais. Et on a vu ces images et ces histoires horribles de violences faites aux femmes, aux enfants au Liban. Ça doit arrêter. C'est pour ça que nous sommes engagés ensemble pour appeler un cessez-le-feu immédiat pour finir avec la violence et du côté d'Israël et du côté d'Hezbollah. Nous devons voir de l'action pour ramener la paix et la stabilité au Liban et surtout aussi pour empêcher une escalation encore plus grande dans la région de violence et de mort d'innocents. Merci beaucoup. Prochaine question. Hi, this question is for Mr. Trudeau and Mr. Macron. It's similar to my French colleague, but now that Israel has rejected the 21-day proposal, what leverage do you have? And on evacuations, at what point will you activate evacuation plans to remove citizens from Lebanon? First of all, the impact on the Lebanese people of this recent violence has been horrific. We've seen women, children, innocents killed. Violence has to stop. Canada has been calling for all Canadians who are in Lebanon, visiting families, living there, to leave Lebanon over the past many, many months. And we will, of course, continue to do whatever we can to encourage and support people in their departures from Lebanon. The time to leave Lebanon was weeks ago, but if you're still there, you need to leave if you're Canadian. At the same time, our commitment to a ceasefire is unflinching. There's a proposal on the table that was worked out amongst all parties, and we still hope and expect that all parties will stop this violence and allow for a de-escalation. There are too many lives at stake, not just in Lebanon, not just in the region, but indeed broader around the world. Yes, thank you for your question. I here want to reiterate the fact that France stands with Lebanon and Lebanese people. And there is no reason for them to be under so many strikes and have so many civilian casualties. This is why we issued this proposal, coordinated with the US, and negotiated with both parties. We will not stop the effort there. And I don't consider that the first comments are definitive, coming from Israel. So we will work hard in the hours to come in order to convince Israel to commit and indeed deliver the ceasefire for 21 days, which will be the unique occasion to have a diplomatic way forward in order to secure people on both sides of the border. What we will do is that we will keep working hard with the US, with Israel and all our partners, to try to get the maximum guarantees and finalize an agreement. And we are ready to call for a new meeting of the Security Council in order to raise the question and increase the pressure precisely to deliver concrete results. Merci. La prochaine question à Céla Bouquin de FRLC. Bonjour, Monsieur le Président, ma question s'adresse à vous. Le meurtre de Philippine, évidemment, c'est une innocente considérable en France. Votre ministre de l'Intérieur veut faire évoluer l'arsenal juridique. Est-ce que vous considérez qu'il y a une faille au niveau de la justice? Est-ce que vous partagez son avis? Et enfin, sur un tout autre sujet, Michel Barnier était-il dans son rôle? A-t-il fait une erreur lorsqu'il a appelé Marine Le Pen pour désavouer un autre membre de son gouvernement, à savoir le ministre de l'économie?
vous remercie. Merci beaucoup. Écoutez, je ne répondrai pas à votre deuxième question parce que je pense que ce n'est pas mon rôle de le faire et encore moins ici. La première question, je vais simplement y répondre en vous disant l'émotion de toute la nation et je crois que tous les Français, toutes les Françaises et tous les Français devant ce crime odieux et atroce et la douleur de toute une famille qu'il faut respecter, accompagner. Et évidemment, la justice fera son travail, évidemment, les services de l'État feront le leur, mais je serai avant tout et simplement dans l'expression de cette solidarité et de cette affection de la nation. Pour le reste, le gouvernement fait son travail, chaque ministre dans ses compétences, et il faut chaque jour mieux protéger les Français, mais le faire, et moins dire. Voilà. Merci. La dernière question va à Louis Bergeron, la sénateur. Bonjour. Monsieur Trudeau, une question pour vous. François Legault dit que l'immigration sera la question dure aux prochaines élections fédérales. Il dit que vous l'avez échappé sur ce dossier. Qu'est-ce que vous auriez pu mieux faire, mais juste avant, dans un autre interview pour vous, M. Macron, qu'est-ce qui se passe avec le CETA? Est-ce que sa mise en œuvre complète est en péril? Et sur un autre sujet, la laïcité de l'État, votre ancien premier ministre Gabriel Attal avait fait un plaidoyer assez vibrant au Québec pour la loi sur la laïcité de l'État québécoise. Est-ce que vous partagez son appui à la démarche québécoise? Tout d'abord, sur le Premier ministre Legault, c'est désolant de voir le Premier ministre du Québec partager des déclarations sur l'immigration qui sont carrément fausses. Ça fait longtemps que le gouvernement fédéral travaille main dans la main, dans bien des moments avec nos homologues et partenaires du gouvernement du Québec, pour s'adresser à l'enjeu de l'immigration. Que ce soit au niveau de la fermeture du chemin Roxham, et la renégociation du parti de l'entente troisième pays sûr, que ce soit au niveau de la réduction ou de la réimposition de visas aux Mexicains, qui a fait chuter les chiffres en immigration de façon immédiate et remarquée au Québec, que ce soit en amenant de nouvelles limites sur les étudiants internationaux, où on a vu effectivement une réduction très significative d'étudiants internationaux, ou que ce soit même dans les mesures, dont celles qui arrivent en force aujourd'hui, pour restreindre le nombre de travailleurs temporaires à Montréal, au Québec et à travers le pays. Donc nous travaillons et nous avons travaillé d'ailleurs avec le gouvernement du Québec sur cet enjeu que M. Legault semble vouloir politiser à tout prix. Mais je veux vous rappeler que lors de ma réunion avec lui au mois de juin, ici à Montréal, j'ai souligné que nous reconnaissons que la moitié des immigrants temporaires au Québec sont directement sous la gouverne et le contrôle du gouvernement du Québec. Et qu'on apprécierait avoir un plan de M. Legault sur comment eux, ils allaient agir pour restreindre la partie significative d'immigration temporaire que eux, ils contrôlent directement. Or, on est au mois de septembre, j'attends encore le plan de M. Legault en matière d'immigration temporaire. It is a shame to hear the Prime Minister of Quebec sharing things, declarations on immigration that he simply knows are not true. We have worked together constructively. We have certainly worked with members of his team constructively over the past many, many months to take action in response to the challenges around immigration in Quebec. We closed Roxham Road. We reimposed visas
on Mexican nationals, and it significantly impacted arrival numbers here in Quebec. We brought in significant reductions to international students that has made a difference right across the country. And we even have moved forward on measures, some of which are coming into force today, on limiting the number of temporary foreign workers here in Quebec and indeed across the country. So we have worked constructively together and will continue to. A good example of that is just last June, before the summer, I sat down with Premier Legault right here in Montreal and highlighted for him and the media at that moment that half of all temporary immigrants in Quebec are under the direct control and oversight of the Quebec government itself. I asked Mr. Legault to give us a plan, his plan, particularly on temporary foreign workers here in Quebec. And many, many months later, we are still waiting to see what his plan is for his responsibilities around temporary immigration here in Quebec. Alors, la deuxième question, moi je ne m'immisce pas dans les débats en de France, mais je compte sur nos amis québécois pour aider à expliquer le modèle français déjà, parce que je constate qu'il est souvent mal compris à travers le monde. Et le modèle de laïcité à la française n'est pas un modèle d'exclusion des religions. La laïcité, je rappelle souvent en citant Briand, c'est une loi de liberté. C'est ce qui fait que, peu m'importe votre religion, rien ne justifie de vous détourner des lois de la République. Mais ce faisant, je vous permets de croire, de ne pas croire, etc. Mais citoyennes, citoyens, c'est l'espace dans lequel nous vivons. La France ne prétend pas imposer ce modèle à travers le monde. Elle entend simplement qu'il soit parfois mieux respecté quand les esprits s'échauffent. J'ai pu souvent lire ces dernières années, ayant eu à connaître des moments où les esprits s'échauffaient, dans le monde anglo-saxon, beaucoup de critiques pour caricaturer, transformer ce qu'est la laïcité à la française. Voilà. Si elle inspire, je m'en félicite, mais chacun doit poursuivre son modèle de manière démocratique pour savoir comment on essaie de bien vivre, et c'est le fruit de nos histoires. Pour ce qui est du CETA, je veux vous rassurer, c'est un très bon accord. Et moi, je suis confiant. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, c'est un accord qui a été signé par mon prédécesseur. Donc ça veut dire que les formations politiques qui soutiennent sont d'accord, ceux qui l'ont signé. Ensuite, quand moi j'ai été élu, il y a eu de longs débats en France, comme vous savez. Et je salue vraiment l'engagement du Premier ministre Trudeau et de vos services, des ambassadrices et ambassadeurs successifs. On a fait un très gros travail, des rapports, un débat parlementaire exemplaire. Et nous avons accepté la mise en œuvre provisoire, qui est quasi totale, comme vous le savez aujourd'hui, avec un vote positif de l'Assemblée, sur la base d'un très grand travail qui donne beaucoup de visibilité avec des standards environnementaux inédits. Si quelqu'un est contre le CETA aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne veut plus jamais faire d'accord de commerce avec qui que ce soit. Parce qu'il est au meilleur standard de ceux qu'on a ratifiés. Ensuite, les esprits se sont échauffés, ce qui arrive dans la vie politique. Mais j'invite ceux dont l'esprit s'est échauffé à regarder les chiffres. Parce que beaucoup de gens ont dit le CETA, pas forcément, et comme vous le savez, il y a eu un vote ensuite au Sénat qui a été une alerte. Mais je suis convaincu que même ceux qui à ce moment-là ont voté, alors même que ça va revenir à l'Assemblée, regarderont la réalité. Et pour les secteurs agricoles français, c'est un bon accord. Et j'ai confiance dans l'esprit de raison et la lucidité de tous les dirigeants, où qu'ils soient, pour regarder les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc je veux ici vous dire que moi je soutiens, de là où je suis, le CETA, que je suis confiant que le chemin qui se poursuivra en France et en Europe permettra en effet l'adoption définitive. Maintenant, il y aura du débat démocratique et parlementaire, je le respecte, il doit se tenir, mais on a fait un très gros travail ensemble pour l'améliorer, pour le mettre au meilleur standard, et les rapports provisoires qu'on a eus et l'évaluation montrent que les craintes qui s'exprimaient en 2017-2018 ont été levées, et que la réalité des chiffres montre que c'est un bon accord. Je ne peux pas mieux vous dire. Merci. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Monsieur le Président.